is about to break loose again. What do you want from me? And this time, the battle between good and evil has a familiar face. Welcome to hell. From the Clive Barker legacy, Hellraiser Inferno. No! Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'État Critique. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un film qui m'a drôlement surpris. C'est le genre d'œuvre dont on n'attend pas grand chose, suite d'un 4e volet désastreux, un direct vidéo, un nouvel épisode d'une saga en perte de vitesse. Franchement, quand on le voit venir, notre film du jour peut laisser le spectateur dubitatif. Puis, c'est la surprise, la découverte. Autant commencer ma critique du jour en vous annonçant ceci, jusqu'à ce que je découvre ce film, je n'avais jamais vu un long métrage aussi réussi alors qu'il est sorti directement en vidéo. Notre film du jour va donner un nouveau souffle à la saga à laquelle il est affilié. Alors bien sûr, le fait qu'il soit sorti directement en vidéo fait qu'il ne marquera pas aussi bien les consciences que les premiers volets de la saga. Néanmoins, ce 5e volet est probablement le meilleur épisode réalisé jusqu'alors depuis les films originaux. Aujourd'hui au programme, donc, après être revenu longuement sur les 4 premiers volets de la saga Hellraiser dans les vidéos mythologie, nous allons revenir sur le 5e volet de la franchise. Je veux bien évidemment parler d'Hellraiser Inferno, sorti en vidéo aux États-Unis le 3 octobre 2000 et sorti en vidéo en France en décembre 2003. Alors pourquoi j'ai choisi de le caler maintenant alors que d'après ma suite de vidéos qui respectent un ordre chronologique, j'aurais dû l'analyser plus tard? Tout simplement pour ne pas intégrer le film à un contexte qui ne lui appartient pas. Vous comprendrez qu'une œuvre sortie en 2000 ne bénéficie pas forcément des mêmes influences liées à l'actualité ou à l'évolution d'un genre qu'une œuvre sortie en 2003, même s'il n'y a que 3 ans qui séparent les deux dates de sortie. À la réalisation de ce Hellraiser Inferno, nous pouvons retrouver Scott Derrickson, qui a participé en tant que scénariste sur le film Urban Legend 2 sur lequel je suis revenu dernièrement, mais qui est surtout connu pour avoir mis en scène en 2005 le film L'exorcisme d'Emily Rose et surtout Le jour où la Terre s'arrêta en 2008. Au casting d'Hellraiser Inferno, nous pouvons retrouver Craig Sheffer, qui est surtout connu pour avoir joué dans Cabal en 1990 et Au milieu coule une rivière en 1992, Fire in the Sky en 1993, Sleep With Me en 1994, Guillaume et les ailes du courage en 1995, etc., etc. Il est également connu pour ses nombreux directs ou vidéos et sa présence dans des séries comme Les Frères Scott par exemple, où il tient le rôle de Case Scott. Nicolas Turturro, frère de l'acteur John Turturro, est présent dans les films Jingle Fever sorti en 1991, Malcolm X en 1992, Haute Trahison en 1997 ou encore World Trade Center en 2006. L'acteur est principalement connu pour avoir joué le détective James Martinez dans la série NYPD Blue. James Remar, vu dans Judge Dredd, Mortal Kombat Destruction Finale, Le Grand Tournoi, Too Fast Too Furious, Blade Trinity, Red ou encore X-Men Le Commencement. Et Doug Bradley qui reprend ici pour la 5e fois le rôle mythique du célèbre Pinhead. Il apparaît d'ailleurs ici comme le seul rescapé des films précédents. Au casting également Nicolas Sadler, Noel Evans et Lindsay Taylor. Sans transition, de quoi parle notre film du jour? Nous suivons le parcours du détective Joseph Thorne, joué par Craig Sheffer, qui enquête sur un tueur en série qui laisse le doigt d'un enfant sur les scènes des crimes. Corrompu et drogué, Thorne comprend peu à peu que plus il avance dans son enquête, plus les indices le ramènent à lui-même. Attiré par une expérience liée au plaisir et à la souffrance, Thorne va sombrer dans une véritable descente aux enfers, surtout après qu'il ait trouvé une petite boîte puzzle mystérieuse. Si vous avez vu mes précédentes vidéos sur la mythologie Hellraiser, rien qu'en écoutant ce synopsis, vous pouvez sûrement sentir que l'histoire semble se diriger vers quelque chose de différent par rapport au premier volet. Hellraiser Inferno propose effectivement une intrigue complètement inédite par rapport aux 4 films originaux, mais avant de revenir là-dessus, revenons un instant sur la genèse de ce film. Après le désastre Hellraiser Bloodline, la saga semblait être définitivement terminée. Clive Barker, créateur de la franchise, avait quitté le navire, Peter Atkins, scénariste des films originaux, l'avait suivi, plus personne ne voulait de cette quadrilogie et au moment de la sortie du film, on imaginait mal un 5e volet se faire un jour. Pourtant, vers la fin de la décennie 90, Miramax, qui possède les droits sur la licence Hellraiser, constate que depuis Scream, le cinéma d'horreur a connu un certain regain de popularité auprès du public. En 1998,
Halloween 20 ans après sort au cinéma et connaît un très beau succès qui fera oublier définitivement l'échec d'Halloween 6 2 ans plus tôt. Voyant qu'un vieux de la vieille comme Halloween ait réussi sa renaissance avec succès, Miramax va tenter de mettre sur les rails un tout nouvel épisode à la saga Hellraiser. En parallèle, un certain Scott Derrickson, jeune metteur en scène étudiant, et son ami Paul Harris Boardman, scénariste, imaginent un scénario autour d'un flic corrompu traquant un tueur en série ultra violent. Le titre de ce scénario, c'est Darkness Falling. Les deux jeunes hommes se mettent au courant du projet Hellraiser 5 et décident de réadapter leur scénario pour qu'il colle à l'univers créé par Clive Barker. Ils proposent ensuite leur histoire à Miramax, qui est tout de suite séduite par le concept. La machine entre ainsi en marche. Derrickson va signer un contrat avec la société qui prévoit la mise en scène d'Hellraiser 5, plus l'écriture de 3 scénarios. Pour l'anecdote, sachez qu'un des 3 scénarios sera celui d'Urban Legend 2. Miramax met sur la table une enveloppe de 2 millions de dollars comme budget pour le film. C'est 2 millions de dollars de moins que pour Bloodline, à croire que Miramax fait tout ce qu'elle peut pour que l'échec financier d'Hellraiser Bloodline ne se reproduise pas en limitant les frais sur ce nouveau film. De même, Hellraiser Inferno sortira directement en vidéo. Il s'agit donc du tout premier film de la saga Hellraiser à ne pas sortir en salle. Sachant que la licence reste tout de même à l'époque l'une des plus connues du cinéma fantastique, ce choix d'exploitation fera grincer quelques dents à l'époque, puisque le direct-to-vidéo étant considéré comme une voie de garage pour films fauchés, où pour un minimum de thunes, on exploite une licence jusqu'à la corde, histoire de rafler quelques petits billets. Les fans hardcore d'Hellraiser s'insurgent de voir leur saga chérie tomber dans ce mécanisme bas de gamme. Néanmoins, lorsqu'ils découvriront ce film, certains verront que le direct-to-vidéo n'est parfois pas forcément gage d'une qualité médiocre. Hellraiser Inferno sort en vidéo en 2000 aux États-Unis et connaît de très bonnes critiques. Impossible de vous donner des chiffres exacts sur le nombre d'exemplaires achetés par le public, mais quand on sait que ce film fut très rapidement suivi d'un 6e volet, on peut supposer que les vidéos se sont bien vendues. Ce qui choque le plus la première fois que l'on découvre ce 5e volet, c'est la distance importante qu'il prend avec tout ce qui a été fait dans la saga jusqu'alors. Hellraiser Inferno est probablement le film de la saga le moins ancré dans la mythologie Hellraiser. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on pense Hellraiser, on pense à Pinhead, on pense à des séquences de torture assez spectaculaires, à un côté à la fois poétique, malsain et impressionnant. On pense à des instants de grande terreur, etc., etc. Et bien ici, dans ce Hellraiser Inferno, vous ne verrez quasiment rien de tout ça. Commençons déjà par le personnage de Pinhead. Omniprésent dans les 4 premiers volets, ici il n'apparaît qu'une poignée de minutes à la toute fin du film. Déjà, rien qu'en sachant ça, vous comprenez que le long métrage de Scott Derrickson va s'articuler sur toute autre chose. Hellraiser Inferno nous propose de suivre un flic corrompu, prétentieux, voleur, drogué, violent, également mari et père inexistant, dans une histoire lorgnant vers le polar sombre, empreint d'une mise en scène qui s'inspire par moments de Seven de David Fincher, la référence du thriller policier à l'époque. Hellraiser, sommet du fantastico-horrifique, s'inspirant de Seven, la rencontre est improbable. Le résultat inattendu sera impressionnant. Scott Derrickson, le réalisateur, utilise merveilleusement bien les 2 petits millions de dollars qu'il a dans sa poche pour nous proposer un spectacle intelligent, bien pensé et par moments réellement impressionnant. Les cénobites que le détective voit dans ses terribles visions sont dotés d'un maquillage incroyable et soigné. Alors certes, on ne les voit pas très souvent pendant le film, mais franchement, on sent que Derrickson a utilisé son budget à bon escient. Et le manque de moyens de la production arrive à être oublié grâce à la maîtrise dont fait preuve Scott Derrickson dans la mise en scène de son film. Car effectivement, sachant qu'on observe un direct vidéo, on peut légitimement penser que l'aspect visuel et graphique du film sera relégué au rang de rouleau de papier toilette sur pellicule. Eh bien, pas du tout. Et c'est probablement le second point qui surprend lorsqu'on observe ce 5e volet. Scott Derrickson parvient à créer une atmosphère particulièrement obscure et crade à l'écran, dans un niveau qui ne se rattache absolument pas aux autres épisodes de la saga, qui sont plus dans une forme d'envoûtement visuel avec des images sombres mais soignées. Ici, Derrickson s'inspire ouvertement du travail de David Fincher sur Seven ou encore de John Carpenter sur L'Antre de la Folie. Hellraiser Inferno se veut être une œuvre pesante et lourde, et cet aspect particulier fait qu'il coupe littéralement les ponts avec les précédents volets. Est-ce que cela rend-il pour autant le film meilleur? Les fans d'Hellraiser 3 et 4 vont probablement se sentir trahis. Ici, on n'est pas du tout dans l'horrifico spectaculaire, on est plus dans l'intimiste sombre. Et ce point, cette mise en scène originale, fait d'Hellraiser Inferno un film particulièrement bon. L'autre point important qui soutient cette thèse, c'est le scénario. J'ai évoqué le titre L'Antre de la Folie pour qualifier les inspirations de Derrickson dans la mise en scène, je peux l'évoquer de nouveau pour qualifier ses références principales pour l'histoire de son film. Le parcours
parcours de Joseph Thorne est une véritable descente aux enfers, au sens propre comme au figuré. L'enquête dépeinte dans le film est un véritable casse-tête. Comme le personnage principal, nous serons perdus dans ses hallucinations, dans sa réalité et dans ses rêves. Comme lui, nous devrons nous creuser la tête pour comprendre les événements que l'on nous présente. Et comme lui, nous serons surpris par l'issue finale de son parcours. Le scénario est donc largement à la hauteur, et après un Bloodline de triste mémoire, je peux vous assurer que voir Inferno est un vrai soulagement. Malgré ça, s'il y a un point sur lequel j'aurais peut-être quelque chose de négatif à souligner, c'est le détachement vis-à-vis de la mythologie Hellraiser. Ce détachement, c'est à la fois le point fort et le point faible du film. Partir sur toute autre chose, que ce soit au niveau de la mise en scène ou du scénario, c'est une bonne chose, car le film se détache ainsi des erreurs commises sur l'épisode 3 et 4 de la saga. Seulement voilà, ici les thématiques chères au premier volet ont été balayées, comme la quête du plaisir suprême par exemple. La présence des Cénobites est quant à elle moins importante, du coup la terreur qu'ils auraient pu représenter se fait nettement moins ressentir. Je le dis encore une fois, Pinhead n'apparaît qu'une poignée de minutes à la fin. Du coup c'est vrai que les fans hardcore de la saga vont avoir beaucoup de mal à apprécier ce film, car le détachement avec les œuvres originales est très important. Hellraiser Inferno ne possède pas l'essence de la mythologie à laquelle il est affilié, il possède sa propre essence, c'est pour cela qu'on peut dire qu'il est un peu à part dans la saga, il n'en reste pas moins très intéressant à observer. Au niveau des comédiens, Craig Sheffer est incontestablement l'acteur qui sort le plus du lot. Dans la peau de ce détective pour lequel on a au départ du mal à s'identifier, il parvient à créer une profondeur telle qu'il rend son personnage de plus en plus intéressant au fur et à mesure des minutes. L'acteur interprète l'un des rôles les plus intelligemment écrits de la saga et franchement rien que ça devrait suffire à vous intéresser de près ou de loin à ce long métrage. Les autres comédiens, eux, font plus figure de décor, ils jouent correctement mais aucun n'arrive à la cheville de la performance tout en justesse de Craig Sheffer. Un mot sur Doug Bradley, qui connaît parfaitement la recette du charisme de son personnage de prédilection. Ici, sa courte apparition ne prête pas à une interprétation marquante, néanmoins il faut avouer qu'on apprécie de revoir Pinhead, même pour une poignée de minutes. En conclusion, Hellraiser Inferno est clairement un film que je vous recommande. Il s'agit sans doute de l'épisode le plus désaxé de la saga Hellraiser, que ce soit au niveau du scénario ou de la mise en scène. Ça pourra en gêner certains, ça pourra plaire à d'autres. Malgré ça, il faut souligner de façon évidente le talent dont fait preuve Scott Derrickson pour tenter de relancer d'une façon originale et inattendue une saga en perte de vitesse. Hellraiser Inferno, malgré son détachement vis-à-vis de la mythologie, est un film rafraîchissant, inédit, qui apporte un souffle nouveau à l'univers d'origine. Les épisodes suivants tenteront de s'enfoncer dans cette voie. Vous vous doutez bien qu'au fur et à mesure où ils débarqueront, le niveau régressera davantage. Je considère personnellement Hellraiser Inferno comme l'épisode le plus intéressant de la saga, après les deux films originaux évidemment, qui sont tout de même très loin devant. À voir donc. Voilà, sur ces mots, nous allons enfin quitter l'univers d'Hellraiser pendant un bon petit moment. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique. Je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine.